Bonjour les amis. Alors, j'ai vu dans les commentaires d'une vidéo précédente que certains d'entre vous se sont inquiétés de la permanence de cette chaîne YouTube. Alors, je commence par vous confirmer qu'elle va poursuivre ses activités, mais depuis le temps que je la danse, elle va bien évidemment évoluer. Il n'y a plus actuellement régulièrement d'intervention sur l'aspect militaire du conflit en Ukraine, et également sur l'aspect militaire de l'intervention israélienne à Gaza, ou d'ailleurs dans l'ensemble de la Palestine, parce que l'actualité, effectivement, est assez prise en charge, je dirais, par toute une série de chaînes YouTube, de sites, de blogs qui reviennent sur ces questions. Je dois dire que je suis assez favorable à ce développement parce qu'au départ, nous étions un peu seuls, hein, lorsque nous avons commencé ça, d'abord avec Sylvain Ferreira qui a pris son vol de son côté, avec Hervé Carès qui est moins régulièrement présent. Il va sur d'autres chaînes, on le voit assez fréquemment sur TVL, ce que j'apprécie positivement. Si nous ne faisons plus de vidéos directement militaires, c'est parce que je pense qu'il n'y a rien de bien particulier à dire aujourd'hui, parce que c'est une guerre qui n'est pas une guerre de mouvement, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre d'attrition, avec des mutations technologiques, je pense bien sûr aux drones, extrêmement importants, et par conséquent, je pense que ça ne nécessite pas un quotidien hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Je crois que ce serait la meilleure façon de répéter tout le temps la même chose. En revanche, le monde continue à évoluer de façon extrêmement rapide. Il va y avoir la cérémonie, la commémoration de la victoire, les 80 ans de la victoire sur le nazisme, le 8 mai en Europe occidentale et le 9 mai en Russie. Euh, Ce seront des événements assez intéressants parce qu'ils vont exprimer la réalité d'une situation et la réalité d'un rapport de force. Puis il y a d'autres sujets, il y a ce qui se passe actuellement, qui est assez dangereux quand même, ce qui se passe actuellement entre l'Inde et le Pakistan. Il y a l'incroyable développement de la Chine. Il y a la situation de Donald Trump après 100 jours, qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer au départ, c'est-à-dire qu'il y a eu une victoire importante, une victoire populiste, et aujourd'hui, Donald Trump se confronte au mur du réel qui est probablement assez différent de ce qu'il s'imaginait au départ. Donc, quand je dis que nous allons poursuivre, nous allons reprendre avec une périodicité plus grande. Tout à l'heure, je vais faire un enregistrement avec Éric Branca à propos de son dernier livre qui s'appelle 300 jours et qui parle des 300 derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale. En ces temps de commémoration, je pense que ça tombait bien, son livre vient de sortir. Nous allons avoir également un entretien avec mon ami Max Zins, le spécialiste du sous-continent indien, qui va nous expliquer ce qui se passe actuellement dans cette zone et quels sont les risques qui peuvent exister. Je vais reprendre, parce que maintenant nous avons à peu près calibré ce que nous souhaitions faire, euh, l'émission qui n'a eu jusqu'à présent qu'une seule occurrence, c'est-à-dire ce n'est pas du mainstream que je fais avec Didier Maisto. C'est ce qui me vient à l'esprit parce que c'est dans les jours qui viennent. Il y aura également dans la rubrique bouquin le livre de Benoît Paré qui est un je veux dire, un observateur qui a eu des missions en Ukraine avant le 24 février 2022, qui pourra nous dire ce qui s'est passé, et je pense qu'il va pouvoir démontrer que la guerre a commencé en 2014. Alors ça, tout le monde le dit, enfin tout le monde, pas sur LCI en tout cas, beaucoup de gens le disent, mais lui, son témoignage de ce point de vue est extrêmement précieux. Il a écrit un livre dont nous aurons l'occasion de discuter avec l'auteur. D'autres qui viendront, qui ne me viennent pas précisément à l'esprit désormais. Euh, je poursuis et je vais
là aussi revenir sur l'expression écrite. Alors, il y a les réseaux, bien sûr, mais il y a également le blog. Je vous demande de bien vouloir vous abonner à tous ces dispositifs. Et en ce qui concerne la chaîne YouTube, puisque c'est, paraît-il, comme ça qu'il faut faire, mettez des likes, activez la cloche. Alors, je n'ai pas l'impression que sur ma chaîne, il y ait une cloche. Il va falloir que je m'occupe de ce détail parce que je crois que ça a une influence sur l'algorithme de YouTube. On a eu des phases où on était shadowbound, c'est comme ça qu'on dit. Euh, je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Toujours est-il que il faut continuer à pousser tout ça parce que c'est du travail de réinformation, c'est une façon de mettre en avant la réalité, de mettre en avant la vérité, et ce combat est toujours extrêmement important, autant qu'il est difficile. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va passer à l'entretien avec Éric Branca pour son dernier ouvrage, 300 jours. Je rappelle qu'on avait déjà fait une vidéo avec lui pour l'ami américain il y a déjà maintenant quelques temps. Voilà. Bah écoutez, bonne vidéo. Bonjour, bonjour les amis. Donc, nous voici de nouveau, je dis de nouveau avec Éric Branca, c'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. C'est peut-être pas la dernière parce que Éric Branca est prolifique. Il travaille beaucoup. D'ailleurs, je constate en discutant avec des amis autour de moi qu'il est très apprécié. Euh, Lorsque nous aurons coupé, j'aurai à lui présenter les amitiés de quelques personnes. Toujours est-il que on avait eu déjà une première émission, on avait parlé bien évidemment de ce livre L'ami américain, qui est extrêmement important, dans lequel il montre quels ont été les rapports entre De Gaulle et les Américains et pourquoi ces rapports ont été ce qu'ils ont été. Alors j'allais dire mauvais. Ils n'étaient pas bons, les rapports, et pourquoi Charles de Gaulle se méfiait des Américains et pourquoi, un peu rancunier, il n'a jamais voulu participer aux cérémonies commémoratives du débarquement en Normandie. Donc, Éric Branca a également fait un livre que je recommande qui s'appelle L'aigle et le léopard, où il montre toute l'ambiguïté des trajectoires anglo-saxonnes et britanniques par rapport à ce qui se passait en Allemagne, par rapport au nazisme. Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'il y a eu quelques tentations peut-être, et en tout cas que le maintien de l'Angleterre dans la guerre après Dunkerque est véritablement dû à quelqu'un qui s'est à ce moment-là manifesté comme un formidable homme d'État qui s'appelait Winston Churchill. Hein. Donc, et ce livre est tout à fait passionnant, y compris sur la genèse culturelle du nazisme. Alors, et puis sur l'attitude de nos amis anglo-saxons, de nos amis britanniques, après la victoire de 1918, qu'ils ont passé leur temps, ça c'est mon opinion, à saboter. Alors là, il vient nous voir parce qu'il a publié un livre, hop, il faut qu'on le voit à l'écran, qui s'appelle 300 jours. Et je vais lire le sous-titre, 13 juillet 44, 9 mai 45, 10 mois pour en finir avec Hitler. Donc là, la baseline, la phrase vocation, est bien celle-là. C'est-à-dire que Éric Branca a choisi une matrice chronologique qui part des quelques jours qui ont suivi le débarquement en Normandie et la chute de l'Allemagne nazie et la signature de la capitulation, d'abord à Reims, ensuite à Berlin, avec une minute de décalage, c'est-à-dire que c'est la conséquence de ce décalage fait que c'est commémoré en Europe occidentale le 8 mai et le 9 mai en Russie. Finalement, c'est pas si mal. Hein, parce que ces commémorations soient distinctes et surtout cette année, c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà. Alors, c'est un livre qu'il faut lire absolument parce que il fait un panorama de cette année, hein, pas tout à fait, euh, il examine tout un tas de sujets extrêmement importants qui éclairent
notre situation actuelle. On a beaucoup, moi, toute ma jeunesse, toute mon enfance, et puis par la suite, on parlait du monde qui avait été mis en place par la conférence de Yalta, ce qui était effectivement un petit peu caricatural, mais avait des fondements de réalité. Mais aujourd'hui, y compris dans ce qui se passe avec cette guerre en Europe centrale, y compris avec ce nouvel affrontement, cette nouvelle, entre guillemets, guerre froide, on constate que la façon dont cette guerre s'est terminée a des conséquences qui sont encore aujourd'hui celles auxquelles nous sommes confrontés. Et pour mieux les comprendre, l'éclairage de ce livre indispensable, j'insiste, est nécessaire. Alors, en plus, c'est passionnant. En plus, c'est passionnant. Bon, j'ai une certaine connaissance pour différentes raisons, ne serait-ce que pour des raisons de culture familiale, des conflits mondiaux, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Alors, j'ai proposé une méthode à Éric Branca, c'est de partir de quelques idées qui, moi, m'ont frappé, parce qu'on ne va pas faire le panorama de tout le livre. Hein, je m'adresse aux spectateurs. Vous avez qu'à aller l'acheter. Hein, dès que vous aurez terminé cette émission, vous filez chez votre libraire ou vous commandez, parce que moi, je ne vais pas critiquer ceux qui font ça par le e-commerce. Mais effectivement, ces trois idées m'apparaissaient particulièrement intéressantes. Alors, avant de commencer, j'aurais à une ou deux occasions peut-être une contradiction à apporter à Éric Branca sur des éléments qu'il présente, des analyses qu'il fait, mais ce sera au fur et à mesure et si ça se présente. Hein. Bon, je pense qu'on ne se fâchera pas, mais je vais lui amener quelques petites informations concernant je veux dire, les réponses qu'il a données à certaines questions. Alors, trois questions. Euh, le livre commence en nous disant, voilà, en juillet 1944, et surtout après la percée d'Avranches, quand tout le tissu se déchire, le tissu de la défense allemande, et que percée d'Avranches, c'est 30 juillet, je crois. Entre le euh, 25 et le 28. oui, et donc, hop, le déferlement, la Bretagne libérée, il va se passer moins d'un mois avant que Paris soit libéré, ce qui est tout à fait considérable, et encore un mois avant que les Alliés, après avoir débarqué en Provence, les Alliés arrivent aux frontières de l'Allemagne. Et puis, donc, effectivement, ça va piétiner et il faudra encore attendre de nombreuses semaines et de nombreux mois avant d'arriver à aller tuer la bête dans sa tanière. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qui explique ce déroulement? La deuxième, ce sera, on a eu une petite discussion en préparant cette émission, ce que j'ai réalisé dans le livre, et Dieu sait si je connais bien la bataille de Normandie. Je pense que grâce à Jean Lopez, je connais pas mal non plus la guerre germano-soviétique, l'importance militaire de l'opération Bagration, mais je ne savais pas ou je ne pensais pas que finalement les anglo-saxons étaient passés pas loin de la catastrophe en Normandie. Et que si cette offensive Bagration sur laquelle Staline s'était engagé ne s'était pas déclenchée le troisième anniversaire de Barbarossa, le 22 juin 1944, il est possible, mais il va nous expliquer pourquoi, que les anglo-saxons se soient fait rejeter à la mer, ce qui aurait été un cataclysme historique, mais sans mesure. Et puis, enfin, troisième question, il parle, et je crois que c'est une question importante pour aujourd'hui, il parle des épurations. Le chapitre 8, épuration au pluriel. Alors, hop, il exécute les épurations staliniennes avec beaucoup de méchanceté, mais il revient sur les épurations en Europe occidentale et en particulier sur la française. Et
C'est très intéressant. En tout cas, il ne fait pas du Annie de la Croix-Rise, hein, qui a titré un de ses livres, La non-épuration en France, ce que je trouve pas une façon intelligente de le présenter. Puis surtout, elle passe son temps à critiquer le monde des affaires, hein, en invoquant des archives. C'est sa méthode. Je ne vais pas la qualifier d'hypercritique, mais pas loin. Donc, je crois que la question de l'épuration est assez importante sur justement ce qu'on réalise aujourd'hui, et en particulier le fait que, du fait de la guerre froide, la dénazification, la recherche des responsabilités de l'Allemagne a été arrêtée dès 1947. Dès 1947, et l'Allemagne a été reconstruite. Moi, j'y ai vécu, hein, en Allemagne à partir de 1954-1955. Il y avait encore des ruines, il y avait encore on trouvait des choses, mais c'était un pays qui était déjà rebâti, hein. On était 10 ans après la guerre, c'était effectivement assez impressionnant. Alors, j'ai pas habité dans les lieux qui avaient été... J'ai pas habité à Hambourg, par exemple, hein, je sais pas dans quel... ou Berlin, n'en parlons pas. Bon. Donc, et puis, il y a également une autre question qui, alors là, m'est apparue très surprenante, c'est la question de l'arme atomique. Éric Branca me dit que peut-être que les Allemands ne sont pas passés si loin de posséder cette arme. J'ai eu l'occasion de lire pas mal de choses sur le projet Manhattan, qui est celui qui a permis aux Américains de disposer des bombes qu'ils ont ensuite larguées sur le Japon. Bon, l'effort que ça a demandé, j'ai vu récemment le film Oppenheimer, qui est pas mal du tout, alors qui porte sur le projet Manhattan et puis surtout sa dimension politique et sur la personnalité d'Oppenheimer, mais c'est très très bien fait. Donc voilà, pour moi ça a été une grosse surprise. Alors moi ça relevait de l'idée reçue. Va falloir me convaincre du contraire, mon cher Eric. Voilà. Bon, alors Éric Brancard, j'ai assez parlé, mais les gens ont l'habitude que je prenne le crachoir. Je suis avocat. Si je promets que je vais être concis, c'est un serment d'ivrogne. Donc, je vais vous passer la parole. Et en particulier, en vous posant la question, euh, opération Overlord, débarquement en Normandie, opération extrêmement importante, qui sera complétée par le débarquement en Provence. Et vous nous dites aujourd'hui que on n'est pas passé loin de la catastrophe et n'eût été la qualité de l'offensive soviétique, la qualité de Bagration, parce que c'est pas seulement qu'ils ont fait une offensive, mais ils ont fait Bagration, qui est une offensive géante absolument phénoménale, hein. Et donc, comment est-ce possible que les Anglo-Saxons aient couru ce risque? Alors, vous avez très bien dit que l'opération du 6 juin était une réussite. C'est une réussite, notamment une réussite logistique. Mais il se trouve qu'à la fin juillet 1944, les Américains, quelle que soit l'ampleur de cette réussite, sont bloqués dans le bocage, dans des conditions qu'ils appellent d'ailleurs l'enfer du bocage, hein. C'est les généraux de l'époque qui ont imposé ce vocable, dans des conditions qu'ils n'avaient pas prévues. On avait entraîné très rapidement les GI dans le bocage britannique, seulement le Cotentin, ça n'est pas le Wiltshire ou le Sussex. Et les haies sont infranchissables. En plus, il pleut tout le temps à ce moment-là, il fait froid, et les GI se retrouvent dans des conditions qu'ils n'avaient pas prévues. Face à des Allemands beaucoup plus aguerris, il n'y a pas de mal, ils sont là depuis 3 ans, 4 ans pour certains. Certains ont fait le front de l'Est et sont venus se reposer là, mais enfin, ils ont quand même un certain entraînement. Face à des chars allemands qui leur sont très supérieurs, ils n'ont une supériorité, eux, les Alliés, c'est une aviation qui domine le ciel. C'est très important. Seulement dans le bocage, l'aviation ne sert à rien. Et encore aujourd'hui, même avec les satellites, on ne verrait pas davantage sous le rideau d'arbres du bocage. Et donc, ils sont dans une situation critique militairement. Les bombardements, qui sont d'ailleurs meurtriers pour la population normande, ne servent à rien. Et même s'ils ne sont plus menacés d'être rejetés à la mer, leur morale s'effondre. Le moral des GI s'effondre. Vous parliez d'Anthony Beaver tout à l'heure. Il a été le premier à aller fouiller dans les archives des divisions américaines et notamment les unités psychiatriques.
Et on s'est aperçu que beaucoup de GI qui étaient isolés de leur commandement ne savaient même plus où ils étaient, et pour certains pensaient même que le débarquement avait échoué et qu'on les avait abandonnés en territoire ennemi. Et vous avez eu des cas de dépression nerveuse considérable. Plusieurs milliers de soldats se sont fait porter pâle, mais sincèrement, Patton n'y croyait pas. Patton pensait que c'était des lâches. Ce n'était pas du tout des lâches. C'est des gens qui ont vraiment connu un effondrement nerveux. Certains se sont même suicidés par peur. Et c'est à ce moment-là, pour la petite histoire, qu'ont été créées pour la première fois les fameuses cellules psychologiques dont on parle aujourd'hui au moindre incident. C'est à ce moment-là que ça a été créé. Donc, on est vraiment dans une situation critique à ce moment-là. Or, c'est à ce moment que les Allemands ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont donné à l'Ouest parce qu'ils sont littéralement achemenus par la formidable offensive Bagration dont vous avez parlé, dont il faut rappeler tout de même quelques chiffres. L'histoire, ce n'est pas que des chiffres, mais c'est aussi des chiffres. En 5 semaines, déclenchées, comme vous l'avez dit, pour l'anniversaire de Barbarossa, les soviétiques vont reconquérir, c'est une sorte de Barbarossa à l'envers, ce que les Allemands avaient mis également à peu près le même nombre de temps à conquérir. C'est-à-dire qu'ils vont reconquérir l'entièreté de la Biélorussie, l'entièreté de l'Ukraine, et sur un front de près de 2700 km depuis la mer Baltique jusqu'aux Carpates, ils vont avancer jusqu'au cœur de la Pologne, devant Varsovie. Et ça, non seulement ils vont casser les reins à 400 000 Allemands qui sont les meilleurs et les mieux aguerris, donc s'ils les empêchent d'être ailleurs au même moment, mais ils vont les empêcher de reconstituer un front continu. Depuis 1942, depuis la défaite de Stalingrad, les Allemands, on se moquait beaucoup d'eux quand ils parlaient de défense élastique, mais ça existait. C'est-à-dire que le front était reconstitué. Ça leur permet de repartir à l'offensive en 1943 à Koursk. En fait, depuis l'échec devant Moscou en 1941, ils reculent et regagnent du terrain. Là, c'est terminé. Ils n'ont plus de réserve, ils n'ont plus d'essence, ils n'ont plus de matériel. Et là, l'armée allemande ne peut plus se reconstituer. Et donc, si elle n'avait pas été vraiment achemenue à l'Est, il est probable, alors on ne refait pas l'histoire avec Dessy, en tout cas, il est possible que le débarquement n'ait pas été la réussite qu'il a été. Mais alors, attendez, que je comprenne, c'est-à-dire que sur les calculs, les statisticiens avaient travaillé sur les premiers jours, euh, c'est quand même un succès. Je dirais, toutes les plages ont été conquises, il y a déjà des incursions à l'intérieur, il y a déjà des jonctions qui ont été faites avec les parachutages. Bon, quand devait être prise au bout de 3 4 jours, elle sera prise au bout d'un mois et demi, je crois, D'un mois et demi et au terme de combats très violents, hein, et et de la avec destruction de la offensives ville d'ailleurs. Hein, blindées bon. allemands qui vont vraiment désorganiser les forces alliées. Voilà, et surtout, ils n'ont pas conquis ils ont conquis quelques dizaines de kilomètres carrés, pas davantage. Et alors, la percée d'Avranches va tout changer. Et là, la guerre va changer d'échelle, puisque grâce à Patton, notamment, qui avait un moral un peu particulier, hein, qui est un peu déséquilibré, mais qui est un génie militaire. Grâce à Patton, il y aura la percée d'Avranches, et là, la défense allemande s'effondre complètement, et la route de Paris est ouverte à partir de ce moment-là, et ça va aller très vite, comme vous le rappeliez, puisque Paris tombe le 25, Paris qui s'est soulevé entre-temps, hein, qui s'est soulevé depuis la fin juillet, tombe le 25 août grâce à Leclerc, et ensuite ça va encore plus vite, puisque Bruxelles est libérée le 3 juin 1940, pardon, le 3 septembre 1944. Alors, vous avez cité des noms, et je vais vous poser des questions qui fâchent, qui vont pas vous fâcher vous, hein, compte tenu de votre tropisme méfiant vis-à-vis des Anglo-Saxons en général et des Américains en particulier par rapport à De Gaulle. Euh, sur ce piétinement dans le bocage, c'est clair que c'est un paysage particulier, mais est-ce que ça explique quand même ce piétinement? Parce que ils savaient bien où ils allaient quand même. Il y avait Non, il y a- pas,
Pas vraiment, je pense qu'ils n'avaient pas compris que les haies normandes étaient infranchissables et qu'un char ne pouvait pas faire demi-tour dans un chemin creux. En plus, les Allemands avaient eu tout le temps de les attendre. Ils avaient embusqué leurs chars qui étaient les meilleurs du moment, hein, les Panthères et les Tigres 1, qui étaient embusqués de chaque côté des chemins creux. Et quand une colonne américaine était bloquée dans ce chemin, ne pouvait pas faire demi-tour, ils tiraient dessus et c'était des proies offertes. En plus, ils avaient eu l'idée d'utiliser des canons antiaériens de 88 qui étaient extrêmement performants comme canons anti-chars qui mettaient de chaque côté des chemins et ça a été mais, une véritable saignée côté américain, une véritable saignée. Et Mais ça, il alors, n'était pas prévu que le bocage normand n'était pas le bocage anglais. le moral des troupes était mauvais. Alors, Mauvais. faut quand même on se le représenter. Et là, ça nous renvoie au conflit en Europe centrale, parce que on a beaucoup parlé euh, d'un contingent nord-coréen. Il y a pas eu 10 000 hommes, il n'y a pas eu une division, ça se serait vu avec l'hypersurveillance du front. Il y a eu probablement des gens qui sont venus servir du matériel, puisqu'en fait, il y avait du matériel qui avait été fourni. Il y a eu aussi sûrement des observateurs, parce que cette expérience d'une guerre de haute intensité entre pairs, parce que c'est ça, cette guerre-là, je pense que vous parliez tout à l'heure de l'expérience de l'armée allemande, elle est extrêmement importante et précieuse. Et donc aujourd'hui, comme disait je ne sais plus quel commentateur à propos des Américains, si vous imaginez que d'avoir fait la guerre à des éleveurs de chèvres et des jockeys de chameaux, ça vous donner une expérience pour aller affronter les Russes, ça risque de vous amener à quelques mécomptes. Là, les troupes américaines, euh, alors, en nombre, elles étaient inférieures aux troupes Non, britanniques, c'était à et peu près équivalent. à Puis, peu près équivalent. aux troupes britanniques, oui, un tout petit Oui, peu et inférieur. canadiennes, hein. Oui, oui, un tout petit peu inférieur. Mais il ne cessait d'affluer, hein, parce que dès que les ports artificiels ont été construits, là, voilà, ça a été une base de départ tout à fait performante. J'ajoute quand même que cette mauvaise préparation des Américains et le fait se sont enlisés dans le bocage leur a servi et les a considérablement aguerris. Car le GI qui a survécu au bocage normand. 6 mois après, on le retrouve dans les Ardennes et il est infiniment meilleur. Mais oui. Infiniment meilleur. Donc, il ne faut pas. Voilà, le commandement américain a une grosse responsabilité en n'entraînant pas suffisamment ces hommes. Hein, mais une fois qu'ils ont été entraînés sur le tas, si j'ose dire, ils sont devenus excellents et aussi bons que les Allemands. Donc, il ne faut pas les critiquer de manière Ah non, excessive. moi, les pauvres, je vais Oui, sûrement pas les critiquer. D'abord, ils sont à 4 000 kilomètres de chez eux, hein, ils débarquent et tout, donc ils viennent libérer l'Europe, et ils en prennent plein la gueule, soyons clairs, parce que ils tombent sur, enfin, ils ont probablement pas été suffisamment préparés. mais ça, c'est certes C'est pas de leur pas responsabilité. de leur faute. Et donc, non, non, chapeau quand même. Et donc là aussi, j'invite à lire le livre. J'invite à tous ceux qui le peuvent d'aller faire un tour sur les sites du débarquement et d'aller rendre hommage à cette GI dans le magnifique cimetière qui domine la plage de Omaha Beach. C'est un endroit poignant. Celui qu'on voit au début du film sur le soldat Ryan. Mais alors, là, on parle des soldats, mais le commandement américain, parce que lorsque Omaha se passe mal, il paraît que Bradley, le général américain qui commandait, a envisagé un moment de réembarquer. Ça aurait été un Alors, ça, échec. c'est le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Mais après, Et alors, comment il voyait les choses? il Parce faut que, savoir que Eisenhower avait préparé une déclaration oui, oui. où il expliquait, voilà, tout a échoué et j'en suis le seul responsable. Moi, je défends beaucoup Eisenhower, l'homme et le stratège, parce que Eisenhower a été beaucoup contesté, parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais fait la guerre. Il n'avait jamais fait la guerre, il avait échappé à la guerre de 14, il avait fait toutes les plus hautes écoles militaires américaines, mais il n'avait jamais fait la guerre. Donc, il n'était pas respecté par Montgomery, il n'était pas respecté par Patton et à peine par Bradley. Mais c'était un formidable directeur des ressources humaines. Parce que arriver
à concilier des gens comme Patton, qui se prenait pour la réincarnation d'Hannibal, surtout Montgomery, qui était d'un orgueil incommensurable. C'était le numéro 2, et il empêchait son numéro 1 de fumer en sa présence. On ne fume pas devant moi. Enfin, c'était un personnage tout à fait baroque. Et Bradley, qui avait une personnalité beaucoup plus effacée, mais qui prêchait le faux pour savoir le vrai, qui était un peu, qui était assez dissimulé, etc. Bon, il n'avait pas une psychologie aussi marquée que les deux autres, mais c'était pas facile non plus. Et Eisenhower a fait ça avec beaucoup de brio, et c'était un génie de la logistique. Car il ne faut pas oublier que sans la technologie américaine, toute la logistique importée de Grande-Bretagne, notamment avec les pipelines, le port artificiel, etc., qui était d'ailleurs de conception britannique, c'est une idée personnelle de Churchill, C'est le dingue. débarquement aurait été un échec. Et ça a été un logisticien absolument extraordinaire jusqu'en 1945. Il était obsédé par le ravitaillement. Voilà, il faut lui rendre hommage. Moi, je lui rends hommage. Ben, moi, j'ai toujours eu pas mal de sympathie pour lui, justement, pour cette mesure et tout. Puis, c'est quand même lui qui dit, bon, la Mgotte, on laisse tomber, et on va en parler un petit peu de la Mgotte. Absolument, La absolument. Mgotte, on laisse tomber. Et puis, vous rapportez la phrase, est-ce que c'est lui qui dit, peut-être à Bradley, ou je sais plus, il y en a un qui s'énerve parce que Leclerc piaffe ou transgresse les ordres, et je crois que c'est Eisenhower qui dit, bon ben laissez-le faire, de toute façon il va le faire. Il va le Donc faire, absolument, c'est lui, tout à c'est fait. lui. Donc Absolument. euh, Et il va c'est le faire, non c'était non non. libérer Paris. C'était libérer Paris. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, pardon. C'était de libérer Paris. Non, moi, je pense que c'était. Alors, après, il a terminé son deuxième mandat, puisqu'il a été président des États-Unis, hein, en parlant du complexe militaro-industriel. Alors, on a beaucoup retenu ça. Je crois qu'il faut, si on rentre dans le détail et recontextualiser un petit peu, ça allait moins loin que ce qu'on en a fait. Mais il n'empêche qu'il a laissé ça, hein, et Sans c'est doute, quelque chose. et c'était 2 ans avant l'assassinat de Kennedy, et donc ces mots, ont tout de même, Ah certaine oui. force. Ah oui, 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 tout à C'est fait. une autre histoire. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est un personnage pour lequel, moi, si tant est que je peux avoir des sympathies, j'en ai pas beaucoup pour Patton, parce que c'est une espèce de matu vu brutale. Montgomery, vous parlez d'orgueil. Eric, c'est de la Oui. vanité, hein, et puis une façon très britannique de voir les choses, hein, c'est-à-dire qu'on a inventé le fair play, donc il ne nous est pas applicable, quoi. Bon, c'est comme ça, on va pas relancer la guerre de 100 ans, c'est pas la peine. Donc, et alors, le commandement, face à ce piétinement, et ce qui commence à ressembler à un échec, et à la possibilité d'un échec, comment est-ce que c'est vécu par ce commandement, justement? Bah, Il plutôt garde... mal, d'autant que la première tentative pour s'extraire du bocage, la fameuse opération Cobra, se passe très mal, puisqu'il y a un bombardement Oui. stratégique qui est fait sur les lignes allemandes, mais qui a été tellement mal calculé qu'il coûte la vie à un général américain et à entre 500 et 700 GI. Donc ça commence mal. Alors le deuxième bombardement est mieux réglé, et là c'est la percée. Alors, Alors, sur ma question, euh, vous y avez répondu, mais on va faire un peu de dystopie, hein, puisque c'est très à la mode. Donc, effectivement, Bagration, où là, la logistique est très, très importante. Hein, ils vont faire 600 kilomètres et ils vont s'essouffler d'ailleurs, hein, parce que les problèmes quand ils logistiques. arrivent devant Varsovie, ils sont morts. Ils sont morts de fatigue, j'ose dire. Alors, il y a une autre raison pour laquelle ils s'arrêtent devant Varsovie, il faut quand même la rappeler. C'est tout de même qu'il y a à Varsovie une révolte des Polonais, euh, soutenue par le gouvernement polonais en exil, qui n'est pas un gouvernement communiste. Cette révolte va être réprimée de façon sauvage par les Allemands, et Staline va laisser faire parce que, outre que son armée est épuisée et qu'il faut qu'elle se reprenne, ça l'arrange considérablement qu'il n'y ait pas d'alternative à un gouvernement communiste
après la défaite de l'Allemagne. Et donc, il va laisser les Allemands détruire la résistance polonaise de façon absolument épouvantable par un type qui s'appelle von Barth von Zelewski, qui intervient avec un canon géant qui tire des obus de 7 tonnes. Et puis, ceux qui survivent à ça sont livrés à une division d'assassins, de délinquants qu'on a sortis des prisons et qui vont égorger tout le monde, qui avait déjà servi en Ukraine avant, qui avait servi en Russie. C'était la division d'Irvangler, c'était des repris de justice, assassins et psychopathes qui travaillaient sous les ordres de la SS pour nettoyer tout ce qui bougeait. Le récit de la répression à Varsovie est quelque chose d'épouvantable. Et ça s'est fait sous les yeux des Soviétiques. Alors, dans votre livre, vous racontez ce qui a été fait aux malheureux Hollandais, hein, qui ont cru Oui. ils allaient être libérés aussi rapidement que les Belges, et que malheureusement, ça s'est pas du tout passé de Alors ça, cette c'est la faute de façon-là. Montgomery. Oui. Cette opération, Alors, là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais plutôt à la question de l'épuration, mon cher Eric. ah Ben, parce que je trouve qu'on a été d'une tendresse coupable vis-à-vis d'un certain nombre de ces personnes que vous avez citées. Je reviens sur Varsovie. Euh, on dit, bon, Staline, il a dit, laissez faire. Ils ont voulu lancer une insurrection. Je vous signale que c'est ce qu'a fait Roltanguy à Paris. oui. Hein. Et Et c'est pour donc, ça que De Gaulle voulait surtout libérer Paris, parce que si les Américains avaient contourné Paris, on risquait fort de voir une répression de la même eau qu'à Varsovie. exactement. Et puis, mais pourquoi Roltanguy fait ça, soyons clairs? Bon, c'était pour les mettre devant le fait accompli, parce qu'il pense il va peut-être pouvoir jouer, ou les forcer à venir. Mais en tout cas, bon, le pari, moi, la responsabilité du gouvernement polonais en exil est écrasante. Elle est écrasante parce que on dit, alors aujourd'hui dans la propagande qui nous est assénée, maintenant qu'on a basculé dans une ère de russophobie, hein, et de soviétophobie, mais ça c'était avant, maintenant c'est russophobie, elle a été mutée, on oublie de rappeler que ce que vous avez dit, les soviétiques, ils sont au bout de leur élan. Ils Ah sont oui, au bout de leur élan, exactement. hein, ils peuvent pas aller plus loin. Quand les Allemands se retiraient, ils cassaient tout. Il y a plus, il faut reconstruire toutes les voies ferrées pour amener le matériel. Les routes sont détruites. Déjà, ce n'est pas des routes terribles, mais enfin, et ils viennent de traverser leur pays qu'ils ont enfin libéré au plan géographique, totalement détruit. Hein. Totalement. 621 en Biélorussie, 621 villages traités comme Oradour-sur-Glane, détruits de fond en comble, toute la population anéantie. Donc, Les puits empoisonnés, en plus, ils ont fait ça, en partant, en se repliant. oui, effectivement, l'effort est colossal, avec des pertes très importantes. Ils détruisent le groupe d'armée centre. Ce que vous dites est très important. Je ne l'avais pas mesuré non plus, ça. C'est qu'en fait, euh, ils ont détruit la capacité allemande à reconstituer un front. Euh, Absolument. Et ça, Jean Lopez le montre, mais admirablement, hein. C'est lui qui m'a tout appris sur la question. Ouais. Il faut Non, rendre à non, cette mais femme. Alors bon, il y a toujours l'idée, ah, est-ce que la plus grande bataille de l'histoire, c'est Stalingrad? Elle est épique tellement, c'est tellement extraordinaire que oui, et puis elle a été un signal pour les peuples qui étaient sous domination nazie. Enfin, on pouvait les battre. Alors bon, beaucoup disent que c'est Kursk, hein, quand l'Allemagne perd enfin, avec l'échec de son opération Citadelle, l'initiative stratégique et puis d'autres bagrations. Je suis de ceux qui disent que c'est bagration la plus importante parce que aussi elle montre la supériorité stratégique du commandement soviétique. Parce bon, naturellement, ils ont gagné parce que les Américains les ont aidés, ce qui est ridicule parce que c'est pas rien, hein, ce qui a été apporté, mais c'est pas ça. Ils ont justement fait des démonstrations de supériorité industrielle qui ont surpris tout le monde. Euh, c'est parce que ils ont fait, ils n'ont fait que sacrifier des hommes. Non, ils avaient des chefs Non, qui étaient. c'est très important ce que vous dites. Ils avaient des stratèges. On a tendance à dire c'est la masse russe, soviétique face à la qualité.
C'est un peu raciste, vous parliez de russophobie, il y a un peu de ça. Or, c'est pas vrai du tout. Il y avait effectivement une masse considérable, mais il y a surtout des stratèges hors pair. Rokossovski, Yukov, Koniev, Vassilievski, et puis des gens un dont on parle rarement, euh, qui est mort avant la guerre et qui était un théoricien de la guerre d'attrition et qui avait servi vraiment de professeur de stratégie à tous ces militaires soviétiques et qui avait mis au point l'art opératif. Et ça, c'est très, très, très important parce que euh, c'est une stratégie, c'est pas une tactique. Les Allemands étaient les maîtres de la tactique. La guerre éclair, c'est une tactique, c'est pas une stratégie. Et ça, le Jean Lopez l'explique très très bien. Et vraiment, la- les Allemands sont restés à la guerre éclair. Et dès lors ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils appelaient des batailles décisives, Entscheidungsschlacht en allemand, des grandes batailles d'encerclement, ben, ils se sont trouvés démunis face à des gens qui faisaient de l'action en profondeur, qui détruisaient leurs approvisionnements, leurs colonnes de ravitaillement, etc., qui détruisaient leurs centres industriels, et ils se sont trouvés très démunis. Et l'action en profondeur, c'est la stratégie soviétique. Et Alors, c'est c'est Svetchine auquel vous faites allusion, absolument, qui était un général de l'armée tsariste et qui, alors quand absolument. vous dites qu'il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale, il a été liquidé dans les grandes purges, hein. Donc, Oui, c'est effectivement comme ça que ça s'est produit. Alors, on parle aussi de Tukhachevski, mais je pense que c'est le véritable. Chine est plus important. Oui, oui, sur le plan sur le plan de la doctrine. Vous savez, c'est amusant parce que ça me rappelle une anecdote personnelle. Euh, Lorsque j'étais tout jeune, que j'étais donc un des avocats du PCF, donc j'avais effectivement des engagements de cette nature, et il y avait un écrivain qui était, je sais pas s'il était lui-même encarté ou bien sympathisant, un intellectuel. Il m'avait invité à déjeuner pour parler de mes origines familiales, etc. Et donc il m'avait dit, alors c'était dans les années 70, vous voyez. Il m'avait dit, on a été très critique avec Staline, trop, parce que comme Napoléon, de fils de vacher, il a fait des maréchaux. Et j'ai gardé, ça m'a frappé parce que, alors après, je suis rentré chez moi, j'ai été voir, si vous voulez, hein, et effectivement, bon, qui ont été les maréchaux de Napoléon, hein, c'était des gars sortis du rang, et effectivement, Joukov était fils de vacher. C'est parfaitement Absolument. exact. Et donc, bon, c'est les circonstances que disait De Gaulle, hein. Un destin, c'est la rencontre des circonstances et d'un grand caractère. Bien, donc voilà pour ce qui concerne. Et vous voyez, c'est très important parce que ça me permet de mieux comprendre ou mieux appréhender ce fameux débat. Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? Les Alliés. Mais la part principale, et vous le dites vous-même très clairement, la part principale revient aux soviétiques, pas seulement parce qu'ils ont perdu plus de monde et qu'ils ont été en plus martyrisés par une guerre d'extermination, mais parce que ce qu'ils ont fait a permis aux Alliés, ne serait-ce que cet événement extraordinaire, ne serait-ce que le débarquement en Normandie, de réussir. Donc, Bien sûr. euh, avec euh, y compris encore des erreurs, Pascal. Et dites-moi, dites un peu de mal donc de Montgomery Ah ben Montgomery. Montgomery a et la été fermeture de la poche de Falaise. oui, alors, oh, mais il y a pire que ça. C'est vraiment l'opération en Hollande. Ça, il y a un film qui raconte ça très Alors bien. C'est attendez, attendez, contre le- je vous interromps, Eric, parce que en fait, j'ai d'abord parlé, j'ai réinstallé une chronologie. J'ai d'abord parlé du débarquement en Normandie, et maintenant on va passer à la phase. Alors Oui, bon, je parlais de la poche de Falaise. Je crois il a hésité, il n'a pas pris les bonnes initiatives qui auraient pu enfermer dans une poche presque l'équivalent de ce que les Soviétiques ont récupéré à Stalingrad. absolument. Et tous les Allemands sont partis de la poche de Falaise par un étroit couloir qu'ils ont maintenu. Ça a quand même eu une importance, la poche de Falaise, c'est qu'ils ont laissé tout leur matériel.
Et le matériel laissé à Falaise, c'est considérable. 20 ans après, les paysans normands se servaient encore des châssis de chars pour labourer leurs champs. Ils ont laissé un matériel absolument énorme qui aurait pu servir et là qui a été abandonné. Mais il n'empêche que les fantassins sont partis par un étroit couloir et ont pu s'échapper vers le nord-ouest. C'est vrai. Mais il y a pire que ça, c'est Market Garden. Alors attendez, on va venir à Market Garden parce que c'est la clé, mon cher Eric, de la deuxième question, qui est, bon, Paris libéré, les alliés occidentaux aux portes de l'Allemagne, les Russes pas loin, on se dit, à Noël, c'est fini. Hein, aux portes de l'Allemagne au 15 septembre, vous le dites dans votre livre, hein, c'est donc la messe est dite. C'est vrai que c'était pas possible de renverser le cours de la guerre, hein, et par conséquent, ils vont s'effondrer. Or, ils vont caler. En Occident, on va Orical. caler. Et donc, j'ai un peu l'impression que vous faites porter la responsabilité à Montgomery de cet échec, qui est un échec qui... Alors, est-ce que c'est lui qui est à l'origine un petit peu du Ah oui. piétinement? Non. Alors, Ah, allez-y. pas le premier piétinement, mais oui, l'échec pour reconquérir. En fait, qu'est-ce que c'est l'idée de Montgomery? Il a une obsession, c'est d'arriver le premier à Berlin. Et arriver le premier à Berlin, avant les Russes, donc, et il pense que le meilleur moyen, ce qui n'est pas du tout stupide d'un point de vue théorique, c'est d'asphyxier l'Allemagne. L'asphyxier comment? En étouffant son poumon économique. Son poumon économique, c'est quoi? C'est la Ruhr. Et donc, il veut passer le Rhin dès le mois de septembre alors que la résistance néerlandaise, la résistance belge lui envoie toutes sortes de messages en disant attention, il y a des divisions SS extrêmement bien équipées qui sont là, vous ne passerez pas le Rhin là où vous voulez le passer. Il le fait quand même. Les troupes anglaises, c'est une opération anglaise, il y a quelques Américains, mais c'est essentiellement une opération anglaise, se trouvent encerclés par les Allemands, sont réduits, et la Hollande ne sera libérée enfin la dernière partie de la Hollande, qu'au mois de mai 1946, c'est-à-dire au moment de la capitulation. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands se sont, mais alors réellement vengés sur le peuple hollandais. Et ça, c'est une affaire qui remonte plus loin. Himmler, dans sa folie raciste, voulait faire des Hollandais des Aryens modèles et comptait lever plusieurs divisions de SS néerlandais. Ça n'a pas du tout marché. Il n'a même pas levé une demi-division de néerlandais. Il y a eu des collaborateurs hollandais extrêmement violents, mais très peu nombreux. Et donc, il en voulait beaucoup aux Hollandais. Et voilà que les Hollandais se mettent à aider, mais de façon héroïque, en hébergeant chez eux, en cachant dans leurs caves, dans leurs greniers, etc., des parachutistes anglais. Et pour se venger, les Allemands vont décréter un embargo alimentaire sur la Hollande et ils vont provoquer euh, directement la dernière famine d'Europe. 30 000 personnes vont mourir de faim et d'épuisement et de froid pendant l'hiver 44-45 parce que les Allemands ont voulu se venger de ce qu'ils ont appelé la trahison des Néerlandais. Et donc, si les Allemands sont les responsables directs, Montgomery est le responsable indirect parce que c'était absolument de la folie de ne pas écouter la résistance néerlandaise qui avait prévenu que cette opération était une folie. Et il donne d'ailleurs aux Allemands l'occasion de remporter leur dernière victoire de la guerre. Parce que l'offensive des Ardennes, qui arrive en décembre, c'est spectaculaire. Ça sème la panique dans les lignes alliées, mais ça dure 15 jours. Patton rétablit très vite la situation. Alors que là, je le répète, de septembre 1944 à la fin de la guerre, les Allemands se maintiennent en Hollande et martyrisent le peuple néerlandais. Et je ne vous parle pas des Juifs qui n'avaient pas été déportés et qui, là, ont été mais exterminés. Ben, je crois que vous le dites dans votre livre, 110 000 sur 140 000, quoi, Exactement. qui ont disparu. Euh, et donc, alors, euh, vous voyez, bon, on peut nuancer sa vision des choses. Moi, j'avais un peu l'impression
que c'était cette catastrophe qui avait été un petit peu un des éléments forts de ce piétinement. Je vais Mhm. utiliser ce terme. Alors avec, bon, il y a la contre-offensive des Ardennes, mais il y a des circonstances, il y a un effet de surprise, me semble-t-il. Il y a également la question de la météo, hein, Oui, qui fait que bon, l'aviation peut pas intervenir, mais dès qu'elle oui, oui, bien sûr. intervient, Mais ça, hein, c'était prévu. Hitler avait prévu d'attaquer le 16 décembre depuis longtemps parce que la météo était formelle, il y aura du brouillard. Donc, comme les Alliés maîtrisent le ciel, ils ne pourront plus rien maîtriser. Et voilà. Mais cette offensive, je pense, alors c'est facile de refaire l'histoire avec des si, mais je pense qu'elle n'aurait pas pu de toute façon aboutir parce que le plan, c'était quoi? C'était d'aller jusqu'à Anvers, de rejeter les anglo-saxons à la mer à Anvers, et puis de forcer du coup les gouvernements anglais et américains à conclure non pas une paix séparée, on n'était pas là, mais en tout cas un cessez-le-feu durable pour se retourner ensuite vers l'Est. Or, Roosevelt n'a jamais été tenté par ça. Pattonne un peu, mais il n'avait pas la main politique. Il n'avait pas la main politique. Donc, un, je pense qu'il n'aurait pas pu arriver jusqu'à Anvers, et deux, quand bien même il l'aurait fait, ça n'aurait pas retourné le sort de la guerre. C'était vraiment le dernier coup de dé d'Hitler, comme on l'a dit. bah, il avait, enfin, semble-t-il, pas les moyens de mener cette offensive au bout, même Puis si les puissances, quoi. elle C'est a été clair. brillamment conçue et brillamment exécutée dans les premiers temps. Mais je, je reviens sur cette idée euh, où quand même il y a ce qui se passe d'ailleurs, le débat Eisenhower-De Gaulle à propos de l'évacuation de Strasbourg, qui montre bien que c'est quand même ça se joue à peu de choses moi, j'ai discuté avec des oncles, avec des gens qui habitaient Paris à cette époque. Ils étaient inquiets quand il y a Ah eu. oui, tout le monde était inquiet. D'abord, le fait que la guerre allait se finir à Noël, c'était pas tellement la conviction. Il y avait l'euphorie de la libération de la France, mais bon. Et quand il y a eu cette contre-offensive, ils ont vu les Allemands revenir. Il n'y a pas que cela, parce que à Sigmaringen, hein, Absolument. à Je raconte ça. Sigmaringen, les collabos qui avaient été envoyés là par les Allemands, ils se répartissaient les postes de ministres. Non, mais c'est pas Exactement. possible. Il voyait Rundstedt rentrer à Strasbourg et Otto Abetz avait l'idée même, il dit ça devant une poignée de collabos, devant Céline qui le raconte, avait l'idée de faire construire une statue à Rundstedt place d'un porte-maillot. Mais enfin ça a duré quelques jours. Mais vous rappelez l'affaire de Strasbourg, mais c'est extrêmement important parce que c'est en se maintenant à Strasbourg, en refusant d'obéir aux ordres d'Eisenhower qui voulait que toute l'armée française, toutes les troupes françaises disponibles se portent vers les Ardennes, que De Gaulle a conquis ce qui sera la base de départ euh, de notre résurrection internationale, c'est-à-dire la conquête d'une zone d'occupation en Allemagne. Parce que sans cette zone d'occupation en Allemagne qu'on conquiert à partir de l'Alsace, euh, nous n'aurions pas fait partie des quatre vainqueurs, même en étant le plus petit des grands. Mais enfin, on a quand même fait partie des quatre vainqueurs grâce à cela, parce qu'on avait pris un gage sur le territoire allemand. Alors, dans ce livre, hop, faut qu'on le voit sans les reflets. On revient hein, sur la tentative d'installer l'AMGOT, c'est-à-dire une des autorités militaires d'occupation. Ça n'était pas autre chose. L'acharnement de Roosevelt, la détestation pathologique, parce que ça relevait d'une question pathologique pour De Gaulle. Et De Gaulle qui a réussi à s'imposer en manœuvrant avec une virtuosité politique qui lui était propre, hein, parce que quand même, hein, et vous en parlez assez longuement d'ailleurs. Absolument. L'AMGOT, cela dit, c'est une affaire qui est réglée très très vite, hein. C'est même avant le début du livre, mais ça explique beaucoup de choses. C'est réglé 15 jours après le débarquement. Parce qu'en fait, c'est grâce à la résistance intérieure, grâce aux commissaires de la République qui vont surgir du maquis et qui vont prendre la place des préfets de Vichy, mais en même temps des administrateurs alliés s'étaient préparés en Angleterre dans des écoles spéciales pour diriger la France après la victoire allemande.
C'est d'ailleurs pour cette raison profondément que De Gaulle n'a jamais voulu assister à quelque anniversaire que ce soit du débarquement de Normandie, car comme il le dit à Alain Peyrefitte et à plusieurs autres, mais c'était surtout Alain Peyrefitte devant lui qu'il a développé cela, euh, il disait je ne peux pas commémorer une libération qui aurait été en fait une seconde occupation. Certes, pacifique, certes beaucoup moins violente, peut-être amicale, mais une occupation quand même, parce que quand vous vous appelez euh, administration militaire des territoires occupés, c'est ça l'acronyme d'ABGOT. Je ne vais pas le dire en anglais, mais c'est ça. Euh, euh, vous traitez votre allié comme vous traitez celui qui vous a agressé, c'est-à-dire les Allemands et les Italiens, car les Allemands et les Italiens ont été soumis à une AMGOT, et la France était promise à la même chose, avec une monnaie d'occupation, le franc drapeau, la monnaie drapeau, qui, ça c'est un détail aussi qui a hérissé De Gaulle, qui avait moins de valeur que le marque d'occupation. Enfin, c'était absolument hallucinant, quoi. Alors, c'est le refus de Gaulle, mais il est fondamental. C'est pas parce que il veut qu'on soit un pays libre, c'est parce que les Américains ont toujours eu la plus totale complaisance vis-à-vis de Vichy. Hein, l'amiral Leali, je sais pas Sûr. comment ça se prononce, Oui, qui oui, était ambassadeur à Vichy. Ensuite, la conquête de l'Afrique du Nord. Hein, si Vichy me donne Alger, tout va bien. Et donc, c'est l'assassinat par Bonnier de la Chapelle d'Arlan qui sauve la France libre. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Et fondamentalement, l'AMGOT, c'était le choix de Vichy contre De Gaulle. Non pas le choix d'une légitimité de Vichy devenu adversaire, hein, voire ennemi, hein, mais à l'encontre de ce que De Gaulle entreprend le 18 juin. Il dit, j'ai absolument. la France. Absolument. Avec, jusqu'à la veille de la libération de Paris, des pourparlers secrets qui se font d'ailleurs pour partie à Berne, sous l'égide des frères Jules, qui sont les fondateurs de l'OSS puis de la CIA, avec des personnalités de Vichy, parmi lesquelles la principale de toutes, qui était Pierre Laval. Pierre Laval, qui a quand même été approché par les Américains pour constituer une espèce de pouvoir de transition entre Vichy et les Américains. Ça aurait été provisoire, ça n'aurait pas duré très longtemps, mais il n'aurait sans doute pas été jugé. On aurait remis le pouvoir à des administrateurs américains et De Gaulle excite. Et ça, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était une Alors, injure à la résistance, c'était une injure aux gens qui avaient donné leur vie pour libérer la France. On repartait avec les mêmes, ou peu s'en faut. alors, enfin, dernière observation, peut-être au pluriel, avant de passer à la question, parce que là, vous amorcez le débat, à la question de l'épuration. Euh, euh, sur les raisons qui font que la libération, enfin la fin de la guerre sera plus longue qu'on ne l'imaginait, ce sont aussi cette capacité de l'Allemagne à résister. Et vous l'expliquez très bien dans votre livre sur la tentative de coup d'État du 20 juillet 1944, où des conjurés militaires essaient de tuer Hitler et n'y parviennent pas, hein, et montent une tentative de coup d'État qui échoue lamentablement. Et une des raisons de cet échec, c'est que la population allemande y est opposée. C'est-à-dire que, alors il y a l'armée, il y a la lâcheté, il y a tout un tas de choses qui jouent, mais quelque part, il y a un livre dont la lecture de celui de Éric Branca dispense un peu parce que c'est un petit peu fastidieux. C'est la guerre allemande où par toutes les lettres qui étaient échangées, par tous les témoignages, etc. On s'aperçoit que les Allemands, et c'est une des raisons pour lesquelles le conflit s'est prolongé, ont résisté jusqu'à la fin. C'est-à-dire Absolument. qu'ils étaient scandalisés par la tentative d'assassinat Oui, parce d'Hitler. qu'ils étaient baignés dans le mythe du coup de poignard dans le dos depuis 1918.
Alors, je dis que c'est un mythe parce que les militaires allemands étaient au moins aussi responsables que les civils de la déposition du Kaiser et de l'armistice de 1918. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils vivaient dans ce mythe-là, et donc couper la tête du dirigeant du pays, c'était donner les clés aux Soviétiques, aux Américains. Alors, mais il y a autre chose dans la combativité allemande, si vous le permettez. C'est une erreur psychologique considérable qui est commise par les Alliés. On ne sait pas exactement qui, mais des gens très haut placés, après le sommet de Québec du mois de septembre 1944, ont divulgué le fameux plan Morgenthau à la presse. Et la presse américaine, anglo-saxonne, s'est faite l'écho du plan Morgenthau. Qui était Morgenthau? C'était le secrétaire d'État aux finances américain. Et quel était son plan? C'était d'éradiquer toute industrie de l'Allemagne, d'éradiquer même de l'Allemagne toute agriculture un peu élaborée et de transformer l'Allemagne, il avait un mot, il fallait la pastoraliser. Donc Ben, c'était la famine assurée. Et quand les Allemands ont su ça, la presse nazie en a fait évidemment des gorges chaudes. Moi, je regardais les unes du Völkischer Beobachter, qui était le principal journal nazi, qui était diffusé à des millions d'exemplaires, du mois de septembre au mois de décembre 1944. Tous les jours, il titre sur la famine qui va arriver à cause des anglo-saxons. Et là, le général Marshall, on parle souvent d'Eisenhower, qui était le chef de l'armada alliée, mais le général Marshall, lui, était très important parce qu'il était le chef d'état-major de l'armée américaine, a fait un rapport à Roosevelt dans lequel il dit maintenant il faut remiser ce plan Morgenthau, c'est de la pure folie. Depuis qu'il a été divulgué et depuis que les nazis s'en servent, c'est comme si 30 divisions allemandes étaient sorties du néant, donc c'est tout pour nous combattre. Et ça explique la résistance acharnée à Aix-la-Chapelle, etc., etc. Ils ont mis presque un mois à conquérir Aix-la-Chapelle et les Allemands ont arrêté de tirer sur les Américains parce qu'il n'y avait plus de balles. Mais voilà, c'est une résistance absolument acharnée. Après quoi, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est l'arrivée de l'armée rouge en Prusse orientale avec une campagne de viol absolument épouvantable. On considère qu'à peu près, il y a eu 2 millions d'Allemandes qui ont été violées par les Soviétiques. elles Alors sont là, toujours vivantes après, hein. Non, non, ça, moi, je ne suis pas de cet avis. Quand on voit ce que ah mais oui, mais je n'excuse pas, j'explique. Je ne condamne pas, j'explique. Ça s'est passé comme ça. Et donc la peur des Rouges a succédé à la peur des Anglo-Saxons. Et pour les Américains, dès lors que l'offensive des Ardennes a raté, eh ben, c'est devenu une promenade militaire. Et vous avez même eu des villes de Rhénanie qui ont arboré des drapeaux américains à côté des drapeaux blancs. Et donc ça, voilà. Donc non, là, mais si vous voulez, ce qu'explique très bien la guerre allemande, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a eu cette panique devant l'arrivée des Rouges? Il y a eu des viols, il y en a eu, je ne sais pas si c'était aussi massif que ça, mais il faut savoir que les soldats soviétiques qui ont eu des pertes colossales, les plus grosses pertes relatives, ce sont, je parle des soldats, pas seulement des civils, hein, des soldats. Ils venaient de traverser, de libérer leur pays qui était proprement dévasté, dévasté. Et ils arrivent. Et pourquoi est-ce qu'il y a la panique chez les Allemands? Et ça, c'est un auteur allemand le dit, parce que les Allemands savaient tout. Moi, j'ai pensé longtemps que la solution finale, tout un tas d'exactions, les horreurs qui ont été accomplies, pas seulement en Union soviétique. Hein. Par exemple, la famine du premier hiver en Grèce, c'est 150 000 morts quand même. Hein. Donc, tout ça fait que les Allemands savaient ce qui s'est passé. Ils savaient ce qui s'est passé, ce qui s'était passé, pardon, et par conséquent, ils en avaient peur. Et après, ils ont compris qu'il valait mieux aller se rendre de l'autre côté. bien Bon, sûr. donc ça, c'est tout à fait exact. Alors, concernant, on a parlé de l'Amgot, et on a aussi parlé de l'insurrection de Paris, hein, qui a été déclenchée par les communistes, c'est tout à fait incontestable. Et dans votre livre, mon cher Eric, vous dites une méchanceté, et qu'une méchanceté qui est infondée. Vous faites un reproche qui est fréquent, qui est normal, mais il se trouve que j'ai un avantage, c'est que je connais l'affaire sur le fond. Vous dites que le Parti communiste, vous ne dites pas exactement sous cette forme, en 1940, en septembre 1940, s'est déshonoré quand il a demandé la reparution de l'humanité. Donc, c'est formulé de cette façon-là.
Donc, je vais rappeler un certain nombre de choses. Il n'y avait pas de parti communiste en septembre 1940. Nous Ça a été sommes dit. d'accord? Il a été interdit au mois de septembre et le 10 mai 1940, plutôt que de s'occuper de la, comment dire, de l'offensive allemande, Monsieur Serol, ministre socialiste, a pris un arrêté punissant de mort la distribution de tracts communistes. Ce qui fait que les cocos, les 5000 personnes qui étaient passées dans la clandestinité, qui ne représentaient plus rien, l'humanité n'existait pas. C'était une feuille renéotée. Hein. Il y a eu une initiative. Alors, c'est là où je parle de mon témoignage personnel. J'ai discuté avec les protagonistes. Hein. Il se trouve qu'ils étaient encore vivants, tant mieux pour eux, sur la façon dont ça s'est passé. C'est une initiative qui a été prise, alors dans une certaine confusion, qu'avait permis le soutien au pacte germano-soviétique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que dès que la direction du parti, qui était bicéphale, hein, vous le savez, il y avait Frachon et il y avait Jacques Duclos, l'a appris, a mis fin immédiatement à la chose. Ceux qui ont pris cette initiative n'étaient pas des dirigeants de premier ordre, et puis c'était un parti clandestin, c'est-à-dire que les communications se faisaient très mal, c'était une forme de résistance. Voilà, je termine ma parenthèse, je considère que cette présentation, et je comprends qu'on l'ait, hein, je suis pas là non plus pour défendre la mémoire d'un certain nombre de bêtises qui ont été faites, mais elle n'est pas justifiée. J'ai eu des débats avec Michel Onfray là-dessus. Non, 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 quand il dit, alors lui, il dit les communistes ont collaboré jusqu'en 1942, c'est ça, oui. Non, Ah non, là, c'est n'importe quoi, là. non, c'est n'importe quoi, et surtout, Non, mais les communistes n'ont pas collaboré, de toute façon. mais non, Ah, ils ont pas collaboré, mais c'est complètement débile. Mais anciens même, je veux communistes, dire, Torio. le Parti communiste français, entre septembre 1939 et août 1944, n'existe plus. Il n'existe plus. C'est une structure clandestine qui rassemble, alors après, pendant la résistance, qui rassemblait du monde, évidemment, il y avait les réseaux, etc. Mais dans la période considérée, c'est vraiment un groupuscule clandestin. Bon, parenthèse fermée, avant de parler de l'épuration. Des épurations, mon cher Eric, des épurations au pluriel, parce que vous nous avez décrit les horreurs commises en Hollande, vous nous avez décrit les horreurs commises à Varsovie. Il y a, bon, il y en a eu tout un tas d'autres. Il y a eu la collaboration en France. Euh, Moi, je constate, alors vous dites dans votre livre, mais vous l'expédiez assez rapidement sur la façon dont les soviétiques ont procédé à l'épuration. D'ailleurs, ils ont récupéré certains des camps pour y mettre les collaborateurs ou les gens qu'ils entendaient poursuivre. Il y avait un caractère politique à cette épuration, c'est tout à fait incontestable. Mais moi, je pense à l'autre côté. Moi, j'ai le sentiment que euh, cette épuration euh, n'a pas eu lieu. Et pourquoi je dis ça? Elle n'a pas eu lieu. D'abord, je crois que Charles de Gaulle avait raison d'une certaine façon. Et quand il est arrivé à Toulouse, comment s'appelle le chef de la résistance à qui il a passé une soufflante? euh, Ah oui, ah, oui, 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 absolument. Ça va. Oui, oui, je vois. donc, il avait l'impératif de reconstruire un État. Et il ne devait pas se lancer dans une épuration. Il avait besoin de magistrats. Je suis désolé, ils ont tous prêté serment pour Pétain. Hein, il en fallait. Il y a eu des fonctionnaires, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Hein. Alors, dans la suite du gaullisme, et en particulier après 58, beaucoup Serge de... Ravanel, je vous coupe. Serge Ravanel, Ravanel. absolument. Euh, et donc, mais cette épuration... euh, n'a pas été faite très brutalement au départ. Il y a eu une épuration sauvage, ça c'est clair, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'est pas d'ailleurs en plus toujours le fait des résistants qui était souvent le fait de véritables organisations de malfaiteurs qui profitaient de la résistance. Je parle du maquis Lecause, par exemple, qui étaient tous sauf un maquis, qui étaient des bandits de grand chemin.
Oui, mais de la même façon que la Gestapo française, c'était des gangsters aussi, hein. Je veux dire, bon, Ah bah, bon, la c'était des Gestapo périodes. française, c'était essentiellement des gangsters. Essentiellement. La rue Lauriston, qu'on appelait la Carlingue, c'était tout le milieu d'avant-guerre qui s'en était sorti. Mais je m'interroge là-dessus parce que De Gaulle part en janvier 46. La loi d'amnistie date de 1953. Un type comme Bousquet, sans tir, c'est Hum, extraordinaire. Bousquet qui organise la rafle du Veldiv quand même. C'est quand même effectivement. fabuleux. Effectivement. Hein. C'est et qui ensuite restera très copain avec François Mitterrand. Je suis pas très comment dire très critique sur Mitterrand. Je trouve que parfois on lui a fait quelques faux procès quand même sur il a été de droite, son père était un responsable de la Fédération nationale catholique créée par mon aïeul, hein, mais pour autant je veux pas l'accuser d'avoir été un collabo parce qu'il Non, il je sais est, pas. il est, il est mis en prison, il tente 3 fois de s'évader, il arrive, il sort de là, il va à Vichy, il a 24 ou 25 ans, même pas, je sais pas. Donc voilà, bon. Bon, Bousquet, ça c'est impardonnable. Mais il y a eu une complaisance après le départ de De Gaulle. Est-ce que je me trompe si je... Ah non, non, vous vous trompez pas du tout. La quatrième était d'ailleurs dans une logique qui était une logique voulue et impulsée par les Américains, qui ont fait la même chose en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, pardon, dans un autre livre qui s'appelle Le roman des damnés. J'ai pris quelques destins particuliers de personnages qui auraient dû être condamnés, qui étaient vraiment des acteurs importants du régime nazi, dont l'un qui s'appelle Rudolf Diels. Ce Diels, qui était le fondateur de la Gestapo, a été réintégré à la demande des Américains dans l'administration de la République fédérale d'Allemagne sous Adenauer. Bon, pour quelques exemples différents, mais c'était ce qu'on voulait à ce moment-là. La priorité, c'était de lutter contre l'Union soviétique, et donc on réhabilitait des gens pas trop voyants, bien sûr, pas des gens connus. Le procès de Nuremberg, on a jugé les têtes d'affiche qu'on ne pouvait pas épargner. Bon, mais des gens très importants, y compris de l'armée allemande, y compris quelqu'un comme le général Gehlen, par exemple, qui était le chef du renseignement allemand sur le front de l'Est, est devenu le chef du premier service de renseignement allemand de l'Allemagne démocratique de 1949. Voilà, donc c'était pas rien, hein, c'était un type qui avait planifié Barbarossa. Et Barbarossa, comme le montre très bien Jean Lopez et comme on le sait maintenant, la réussite de Barbarossa ne pouvait être envisagée sans un génocide, sans une destruction massive des populations pour sécuriser les arrières. La Wehrmacht avait des responsabilités éminentes dans tout ce qui s'est passé. Bon. Et Gehlen a été un des planificateurs de ça. Il est devenu un grand pont du renseignement allemand jusqu'à sa retraite en 1968. Donc il n'y a pas qu'en France. Et c'est Alors, une volonté américaine, ça. euh, je pense que la France, c'est un petit peu particulier parce que nous, on a été un pays qui a été effectivement coupé en deux. On a eu un statut d'occupation particulier. Ça ne veut pas dire que le général Yakovlev a raison quand il dit c'était Disneyland, hein, l'occupation en France par rapport à ce qui se passe. Bon, ça c'est de l'abjection pure, mais il n'empêche quand même qu'il y a eu toute une partie de l'appareil d'État qui a collaboré. Il y a eu tous les gens qui se sont engagés. La milice française, c'était du monde. Je me rappelle plus des effectifs, mais au départ, il y a eu bon assez peu d'épurés. Brasilac n'a pas pu, et tant mieux, sauver. Ça, c'est ma position personnelle, hein, parce que pendant qu'il disait à propos des Juifs et de leur déportation, n'oubliez pas les petits, il y avait des gars qui se faisaient tuer à Bir Hakeim. Hein. J'ai une vision parfois un petit peu rustique, hein, des responsabilités respectives. Mais le problème, c'est que euh, euh, je me pose la question et je vous la pose. Euh, j'ai entendu dire qu'en 47, c'est la guerre froide, certes, mais les Américains disent on arrête les procès. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, les procès de dénazification, et on le fait parce que la population allemande ne les accepte pas.
C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un refus de la mise en œuvre de ces responsabilités. Et comme disait, je ne sais plus qui a dit ça, ah ben, le principal reproche que les Allemands faisaient à Hitler, c'était d'avoir perdu la guerre. Bon. Bon, c'est un peu excessif, mais c'est pas faux. C'est un peu excessif et c'est pas faux. L'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich à partir de 1945, c'est une volonté, mais délibérée, d'amnésie. D'amnésie. Il y a un excellent livre qui vient de paraître, je n'ai plus le titre en tête, qui est paru l'année dernière sur l'après-guerre de l'Allemagne. Je crois que c'est Harald Santner, mais je ne suis pas sûr. C'est un livre tout à fait remarquable qui se sert de la presse, de la littérature allemande de l'époque, etc., de toutes les enquêtes d'opinion d'ailleurs qui sont menées. Il y en a beaucoup. Les Américains font beaucoup d'enquêtes d'opinion, d'où ils tirent sûrement la conclusion que vous dites que la population allemande ne supporte plus. Surtout, c'est pas qu'elle se serait révoltée contre ça, mais c'est qu'elle n'aurait pas collaboré avec les Américains. Et il fallait absolument permettre aux Allemands de l'Ouest de renaître dans une perspective pro-américaine. Voilà. Et d'où le plan Marshall, d'ailleurs, d'où l'aide massive apportée au redressement de l'Allemagne. Je crois que c'est ça en réalité. Mais les Allemands ne voulaient plus parler d'Hitler. Il y a pratiquement pas de parti néo-nazi avant les années 50. Il y a un ou deux complots, mais qui sont groupusculaires, groupusculaires. Bizarrement en Rhénanie d'ailleurs. Voilà. Mais il n'y a aucun risque de renaissance de l'hydre nazi en Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Mais il y a une population, effectivement, qui veut oublier, qui en a assez qu'on lui parle de ça. Alors, il y a donc de la part des Occidentaux, des Français à leur place, De Gaulle n'est plus là, qui fait preuve d'une certaine complaisance, enfin, les Français d'un acharnement dans la recherche des responsabilités. Hein. D'abord parce qu'on a beaucoup à se faire pardonner en interne. Il y a des carrières qui se font, il y a eu des romans écrits là-dessus, là, sur les gens qui essayaient de se déguiser, enfin, de se rhabiller plutôt que de se déguiser en résistant. Sûr. Je voyais l'autre jour un truc sur le docteur Petiot, qui était juge d'instruction, criminel notoire, qui va être décapité. Il était juge d'instruction à la Libération. Enfin, c'est assez extraordinaire. On a foutu la paix aux gens. Rappelons-nous ce que disait Sacha Guitry, qui a été arrêté. Il a été incarcéré un moment, il a été, puis finalement on l'a élargi, on l'a pas poursuivi, et il avait ce mot fabuleux. Il avait dit, la libération, j'ai été le premier prévenu. Donc, c'était du. Mais bon, euh, le problème, alors, il y a ce qui s'est passé naturellement directement avec l'Allemagne, cette complaisance, on a foutu la paix aux gens, mais on les a réembauchés. Werner von Braun, qui tuait à la tâche les Juifs dans ses usines souterraines pour mettre au point ses moteurs de fusée. Moi, dans mon enfance, dans ma jeunesse, quand les Américains sont arrivés sur la Lune, celui qui triomphait, le héros qu'on nous brandissait, c'était Werner von Braun. Vous avez Hein. complètement raison sur cette affaire-là, parce que ce qu'on reproche à von Braun, c'est pas d'avoir été un immense savant, qu'il était incontestablement, c'est d'avoir été à la tête, comme son patron Albert Speer, ministre de la Production, à la tête d'une main-d'œuvre d'esclaves, de gens qu'on tuait à la tâche. C'est ça la vérité. C'est pas qu'on ait utilisé un savant, on a utilisé aussi des savants qui avaient mis au point des moteurs à réaction, etc. Pourquoi pas? Mais là, c'était fait dans des conditions d'assassinat. Vous avez complètement raison. Et alors, le problème que je me pose, et la question que je vous pose, c'est que lorsque je vois l'arrivée triomphale de ce collaborateur ukrainien, de ce nazi ukrainien, hein, qui est reçu au Parlement canadien, hein, pour dire, avec Zelensky et ses ovations, lorsque je vois tout un tas de complaisances aujourd'hui, lorsque je vois le fait que ce qui s'est passé en Ukraine, la négation, le déni d'une réalité, faut pas la surestimer. Ok, d'accord. Mais il n'empêche quand même que l'avenue qui amène au ravin de Babillard, qui est un des pires massacres sur 2 jours de la Shoah par balle, s'appelle Bandera. C'est lui qui l'a organisé. Simone Veil disait c'était les Ukrainiens qui nous amenaient dans les fosses. Et Bien sûr. donc, est-ce que cette complaisance ne vient pas aussi, finalement, ne se nourrit pas aussi de cette trajectoire où le travail sur le nazisme, en dehors de la Shoah,
hein, qui est quelque chose de particulier, hein, l'unicité de la Shoah, qui fait qu'elle occulte un petit peu la guerre, parce qu'elle est tellement fondamentale pour moi, hein, moi c'est quelque chose d'unique, mais que le reste passe un petit peu sous l'éteignoir et permet aujourd'hui des complaisances qui sont totalement coupables. Comment peut-on faire euh, la la commémoration de la libération d'Auschwitz sans inviter les libérateurs, hein, Voilà, j'allais vous le dire. et en faisant de l'invité principal le gars qui est à la tête d'un pays dont tout l'appareil d'État est vérolé par des néo-nazis. Je comprends pas. Bah, moi, je pense que c'est l'obsession de la mémoire par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, on parle de travail de mémoire, mais on oublie que la mémoire, c'est pas de l'histoire. La mémoire, elle est passée au tamis du présent, et alors que l'histoire, c'est des faits, des chiffres, des archives. Voilà. Or, aujourd'hui, quand on parle de mémoire, eh ben, on pense essentiellement à ce qui se passe en Ukraine maintenant et pas à ce qui s'est passé en Ukraine il y a 80 ans. 82 ans. Or, qu'est-ce qui s'est passé il y a 82 ans? C'est que, à part évidemment, il y avait des Ukrainiens résistants et qui ont été victimes des Allemands, mais enfin, les nationalistes ukrainiens euh, dont on commémore la mémoire. Hein. On commémore la mémoire de Bandera. Je crois que son anniversaire, c'est en janvier, et que le gouvernement Zelensky n'a jamais manqué un anniversaire de Bandera, me semble-t-il. Mais oui. Il faudrait vérifier jusqu'à une date récente, en tout cas, c'était le cas. Et ce Bandera a été le principal auxiliaire, ses troupes, en tout cas, de la Shoah par balle. Vous avez absolument raison. Il a été réutilisé après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des services secrets allemands. Gehlen l'a utilisé pour essayer de faire des actions terroristes en Ukraine qui faisait partie de l'Union soviétique à l'époque, et il a finalement été éliminé dans les années 60 par les services secrets soviétiques qu'il avait logé depuis un certain temps, qu'il ne le lâchait plus. Bon, mais ce personnage était pire que les nazis. Enfin, il était comme eux. Il était comme eux. Mais ils ont commémoré l'anniversaire de la fondation de la division Galicie, qui est donc une division nazie. Et oui, mais alors, cette question, est-ce que cette complaisance n'a pas été rendue facilitée finalement par la tolérance et en particulier, il apparaît quand même, et on le voit, la vice-premier ministre de l'ancien gouvernement canadienne et la petite fille d'un nazi ukrainien. Je veux dire, ils ont été extrêmement nombreux. Il y a eu quand même énormément de filières, de complaisance vis-à-vis de, et alors sans parler de l'Église catholique bien sûr, qui en a exfiltré un paquet. Est-ce que on le paye pas aujourd'hui ça? Si, sûrement, si, je suis de votre avis. Je suis de votre avis. Mais voilà, maintenant les choses sont faites. Personne ne connaît plus ça. Il n'y a que nous qui en parlons. C'est ça qui est fou. On est des vieux cons, hein? La mémoire n'est pas l'histoire. Je ne cesse de répéter ça. Et le devoir de mémoire, je préférerais qu'on fasse un devoir d'histoire et qu'on apprenne l'histoire aux enfants à l'école. Ça serait peut-être plus simple. Oui, plutôt que de... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la déformation qu'en est faite, bah, écoutez, avec le résultat fabuleux que nous avons eu hier sur LCI, c'est la polémique autour de l'escadrille Normandie-Niemen. Oui, Alors, elle a oui. existé longtemps, elle n'existe plus maintenant dans l'armée française. Je ne sais pas pour quelle raison elle a été dissoute, j'en sais rien, mais euh, elle a été effectivement récupérée par des Français qui se battent aux côtés des Russes. Et donc, Vladimir Poutine en a fait état. Alors, naturellement, Pellistrandi, là, le patron de la revue de la Défense, est venu pousser des hurlements. Je l'ai pas entendu faire la moindre remarque lorsque Roland de la Poape, qui était un des emblèmes de Ah oui. Normandie-Niemen, J'ai eu le qui privilège de rencontrer. ah, Je homme rencontrais il y extraordinaire, a- en extraordinaire. 2003. En 2003. Compagnon de la Libération, qui a inventé les berlingots de shampoing d'Op. Ensuite, il a inventé, comment s'appelait cette voiture la Méhari. Il s'est occupé du parc à Ingénieur de côté. formation, c'était un C'était, ingénieur mais de génie. bon, quelqu'un d'extraordinaire. Quand il est mort en 2012, c'était sous François Hollande, et là, Monsieur Pellistrandi est resté muet. Il y a eu l'hommage national
dans la cour des Invalides, compagnons de la Libération, c'est la règle. Hein. Eh bien, pas un représentant du gouvernement français, pas un sous-ministre n'est venu. Ministre en exercice du gouvernement russe et chœur de l'armée rouge, c'est avant l'accident où il a disparu, hein, qui sont venus chanter l'hymne de l'escadrille et la Marseillaise. Hein, je ne l'ai pas entendu. Ça, c'était bon. Tout le monde en Russie connaît l'histoire de cette escadrille et la fameuse histoire je la raconte toujours parce elle est tellement fabuleuse, de Maurice de Seine. Vous savez, c'était le pilote qui emmenait son mécanicien pour changer d'aéroport pendant les offensives et puis qui pouvait plus piloter. Il avait un problème dans son appareil et on lui a dit de sauter, mais ce qui amenait à sacrifier le il avait un parachute, lui, et ça l'a amené à sacrifier Biezolub, il s'appelait son mécanicien, et il a refusé. Malgré les ordres qui lui ont été donnés, y compris par le patron soviétique de l'escadrille, en lui disant c'est plus difficile de former un pilote, donc faut sauter. Il a refusé. Il a réessayé 3 fois, puis la troisième fois, il s'est craché et ils sont morts tous les deux. Et donc, Staline, qu'il a appris, a exigé qu'ils soient enterrés dans la même tombe en disant ils ont combattu ensemble, ils reposeront ensemble. Bon, alors après, bon, l'histoire est passée, et donc il y a toujours ce carré à Moscou. Alors je raconte cette histoire parce que je trouve qu'on devrait respecter ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu, moi quand j'étais jeune, je l'ai vu à la fin des années 50, le film Normandie-Niemen en noir Non, et j'ai blanc. jamais vu Ah, de une noir et blanc. merveille. Non. Une merveille. Hein. Bon, fils de militaire de carrière que j'étais, habitant en Allemagne d'ailleurs, hein, donc c'était au mess des officiers que ça nous avait été passé. Et donc, euh, je regardais le CI. Oui, scandale, manipulation par Poutine, mais on va vous expliquer ce que c'est. Ce que c'est que Oui, Normandie-Niemen, c'est une escadrille où des pilotes français ont été combattre aux côtés des soviétiques avec leur Mirage. Dis pourquoi Normandie-Niemen, qu'est-ce Oui. que cela signifie? C'est le nom d'une unité célèbre de l'armée de l'air française qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une unité de chasse, donc avec des pilotes de l'air français qui utilisaient donc à l'époque des Mirages pour combattre sur le front de l'Est aux côtés de l'armée soviétique. C'est un cas presque unique de forces occidentales qui ont... voilà, quand je vous dis qu'on ne sait plus rien, c'est extraordinaire avec leur mirage. Oui. Alors, les commentaires, moi j'ai gueulé. Ouais, ouais, J'ai non. gueulé parce que j'en rate pas une, mais les gens disaient ah bon, c'est pas des rafales? Surtout que l'anecdote veut que Leur mirage, oui. ils faisaient ça sur des yaks. Et lorsque, à la fin de la guerre, ils sont rentrés chez eux et Staline leur a fait cadeau à chacun des pilotes survivants de son yak. Donc Absolument. Ouais, ouais. voilà, bon, c'est pour l'histoire dans ces aspects qui sont ces aspects très humains. Mon cher Eric, je suis très bavard sur ces questions, mais vous savez à quel point ça me passionne. Et en tout cas, c'est toujours un grand, grand plaisir de vous recevoir, de constater comment dire, votre connaissance encyclopédique Moins que de... vous. Non, 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 moi je suis un profane, mon cher. Je suis un amateur, alors que vous êtes un professionnel. Hein. Donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une justice politique, qui fait 600 pages, c'est le dernier. J'invite à le lire, mais c'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, c'est celui-là, indispensable, et surtout, c'est un très grand plaisir. C'est un très grand plaisir, c'est agréable, on apprend des choses, c'est très bien écrit. Non, non, franchement, c'est pas du tout austère. Non, non, formidable. Donc, et puis, faut lire les autres aussi, hein. Bon, il y en a sûrement un en préparation, mon cher Eric. Pas tout à fait, un peu. Ah, ça m'étonnerait, Voilà. ça m'étonnerait. Bon, je vous dis à tous à bientôt et on va continuer. Et pour le prochain livre d'Éric Branca, on l'invitera à nouveau et peut-être même avant d'ailleurs.